à tous. Pour ce troisième Historien sans frontières, nous allons vous parler de la guerre au XVIIIe. Alors pourquoi parler de la guerre au XVIIIe, vous allez me dire? Bien, tout simplement parce que c'est une période charnière qui voit le passage d'armées de métier à des armées plus larges et composées de soldats issus de la conscription. C'est aussi la période de la guerre dite en dentelle, où les généraux issus pour la plupart de la noblesse d'épée promeuvent une guerre civilisée. Donc par exemple avec des pauses en hiver ou bien en évitant au maximum des combats très dévastateurs. C'est également à cette période que la fameuse frontière de fer de Louis XIV sera mise en place par Vauban. Et nous verrons également que les rois et les princes ne voudront plus des capitaines héroïques qui se dévouent tels des Bayards sur le pont, mais plutôt des stratèges qui sauront remporter une guerre sans déplorer un grand nombre de pertes et parfois même sans remporter une bataille. John Churchill, l'ancêtre du fameux homme au cigare, est duc de Marlborough et chef du parti des Whigs en Grande-Bretagne. Il est notamment connu pour son action lors de la guerre de succession d'Espagne qui opposa la France et l'Espagne à quasiment toute l'Europe. C'est à la tête des armées britanniques, évidemment, que l'homme s'illustre. John Churchill devient chef de l'armée britannique grâce à son influence sur la reine Anne, et c'est ainsi qu'il forme avec Heinz le Hollandais et Eugène de Savoie, général en chef de l'armée autrichienne, le fameux trio infernal de la coalition. Il écrasa les troupes royales à Auerstadt et à Blenheim en 1704 et expulsa ensuite d'ailleurs toutes les troupes françaises de la région actuelle de la Belgique en remontant habilement la Meuse. Sa très bonne entente avec Eugène de Savoie leur vaut de remporter de nombreuses victoires. Ils sont néanmoins arrêtés dans leur élan lors de la sanglante bataille de Malplaquet en 1709 par le maréchal de Villars. Attaqué politiquement, sa femme disgraciée par la reine, il perd le commandement de l'armée britannique en 1711 lors du retour des Tories, donc l'autre parti qui s'oppose aux Whigs, au pouvoir en Angleterre. Ses conceptions militaires reposent sur des manœuvres très complexes qu'il met en place et également sur, c'est assez rare pour l'époque, sur une excellente logistique militaire. Donc ceci renforce le moral de ses troupes qui sont mieux nourries, qui ont un meilleur équipement que les autres armées qui l'opposent, que les autres armées qui leur sont opposées. Il décédera ensuite en 1722, sans commandement, à l'âge de 72 ans. Le bravo. Nous allons maintenant parler de Frédéric II. Roi de Prusse de 1740 à 1786, celui qu'on décrit comme un monarque éclairé, a profondément marqué l'histoire. En effet, il s'appuyait sur son armée très professionnelle et très nombreuse, formée par son père. Voltaire dira justement à juste titre que la Prusse est un État contrôlé par une armée. Donc on le sait, ses premiers faits d'armes commencent en 1740 lorsqu'il envahit la Silésie, propriété autrichienne avec une armée de 40 000 hommes. Évidemment, cette province était riche et attirait donc les convoitises de l'armée prussienne et de son roi. En 1741, il bat les Autrichiens à plat de couture à la bataille de Mollwitz. Si on le dépeint comme un monarque éclairé car il a entre autres aboli la censure des journaux, il faut savoir que son armée restait très conservatrice car l'encadrement était encore très aristocratique. Pendant la guerre de 7 ans, il se retrouvera isolé, sa situation changeant au gré des alliances diplomatiques. Cependant, il réussira, entre 1759 et 1762, à résister héroïquement face aux Russes et aux Autrichiens coalisés. Bien qu'il ait pris la Saxe en 1756, il se retrouve en difficulté tout le reste de la guerre. Cependant, il réussira à éviter une défaite totale grâce à la dislocation des coalitions ennemies et un certain miracle de Brandebourg. Qu'est-ce que le miracle de Brandebourg? Eh ben, il faut savoir qu'à l'époque de la guerre de 7 ans, c'était la tsarine Catherine II qui était sur le trône. Cependant, elle mourut peu avant la fin de la guerre et ce fut un autre tsar prussophile qui monta sur le trône et qui donc conclut rapidement la paix avec Frédéric II. Ce miracle de Brandebourg sera notamment repris par Hitler dans son bunker en 1945 lorsqu'il implora le tableau Frédéric le Grand devant son tableau, enfin, devant un portrait à son effigie, espérant également un miracle de Brandebourg pour sauver l'Allemagne. En 1773, il participera à un partage de la Pologne avec ses anciens ennemis et gagnera ainsi la Prusse occidentale. Parmi les grandes victoires de son règne, on peut citer Rosbach en 1757 contre les Français ou Zondorf en 1758 contre les Autrichiens. Il doit principalement ses victoires à la discipline de ses troupes et à son état-major.
Il a aussi également inventé une tactique militaire très révolutionnaire à l'époque qu'on appelle l'ordre oblique, qui consiste à augmenter les rangs sur une aile ou sur un flanc pour porter une attaque. À Château-Gist, Ode, Friedberg ou Sor, excusez ma prononciation déplorable, il remportera notamment des victoires personnelles qu'il devra rien qu'à sa tactique. Il n'était pas un chef doctrinaire et savait avant tout s'adapter tout en recherchant la bataille décisionnaire. Ce fut l'un des derniers rois, des grands rois combattants, car il était toujours présent à la tête de ses troupes et de ce fait les galvanisait. Révélateur. Le fameux général russe Alexandre Souvorov est né en 1730 dans une famille noble finlandaise. C'est à l'âge de 13 ans qu'il s'engage dans l'armée et il monte progressivement tous les échelons de l'armée pour atteindre en 1762 le grade de colonel. Il est nommé général en 1772 suite à ses actions lors de la guerre de Pologne en 1770. Commence alors pour lui une période de quasiment 30 ans de victoires ininterrompues à la tête des troupes russes et austro-russes. Il soumet diverses révoltes tatars et caucasiennes et écrase à moult reprises notamment les Turcs. En effet, il ne perd aucun combat et est véritablement le général favori de Catherine II, la tsarine de Russie. Alors lui, contrairement à Frédéric II, il va baser la réussite de ses campagnes militaires et de ses victoires sur la compréhension par ses hommes des tactiques mises en place et par la prise de responsabilité individuelle par ses soldats, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs pour l'époque. En 1787, la Crimée est annexée par la Russie. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ben voilà. Et donc, suite à cette annexion, les Turcs ne sont pas contents. Commence alors une nouvelle guerre entre les Russes et les Turcs. Alors donc, évidemment, Souvorov va s'illustrer, il va écraser les Turcs 2 fois à Kinburn, il va prendre le fort d'Ismaïl. Le fort d'Ismaïl était l'un des forts réputés imprenables en Europe. Mais ça ne va pas effrayer notre Ruskov préféré, qui va prendre le fort le 10 décembre 1790 en causant 26 000 morts aux Turcs et en faisant 9 000 Turcs prisonniers. En octobre de la même année, il a remporté d'ailleurs une autre victoire sur les Polonais. Mais suite à cette campagne en Pologne, de terribles massacres sont commis par les Russes à Praga, ce qui est en partie à l'origine de la haine, ou moins de la méfiance mutuelle qui existe entre les Polonais et les Russes encore aujourd'hui. En 1794, il prend Varsovie et est fait feldmarschall par l'impératrice. Comblé d'honneur, il perd cependant le commandement général de l'armée russe en 1796 quand Pierre Ier succède à sa mère. En 1796, une campagne vers le Rhin est prévue pour l'armée russe, mais est annulée. Il est rappelé aux affaires en 1798 pour mener les Russes et les Autrichiens à la victoire en Italie, mais après la défaite de Zurich, les Autrichiens, et donc les Russes surtout, sont obligés de se retirer du nord de l'Italie malgré des victoires initiales contre les Français. Bien que visité par 2 fils de l'empereur avant sa mort en 1800, il mourra pauvre. Nous allons terminer cette petite compilation militaire par Maurice de Saxe, le fameux grand maréchal et grand général de Louis XV. Maurice de Saxe est né en 1796 et est mort en 1750. C'est en 1744 notamment qu'il commence à s'illustrer dans les troupes royales, quand il repousse les troupes de la coalition en Alsace. Puis en 1745, il s'illustre à la fameuse bataille des Fontenoy, qui est la dernière grande victoire de l'Ancien Régime. Et en 1746, à Rocoux, il est même précurseur de la formation divisionnaire, car il emploie une formation mixte entre les canons, la cavalerie et l'infanterie, ce qui nous rappelle d'ailleurs les corps de Napoléon. C'est grâce à sa capacité d'adaptation, comme on peut le voir à la bataille de Fontenoy, ou grâce à sa capacité d'anticipation qu'il laissera son nom dans l'histoire. Bien que remis en cause parfois par des nobliaux forts en gueule, Louis XV lui laissera toujours sa confiance. C'est ainsi qu'à la bataille de Fontenoy, il y a un épisode d'ailleurs où il y a des nobles dont on connaît parfois l'inexpérience militaire qui remettent en cause la stratégie, c'est vrai qu'il peut sembler un peu surprenant de Maurice de Saxe, et Louis XV lui laissera sa confiance. Même à un moment, je veux dire, dangereux pour l'armée française et pour la personne. Juste après Fontenoy, il s'emparera même de la ville soi-disant imprenable de Maastricht, donc par une campagne magistrale dans les Flandres. Mais l'entièreté des prises territoriales françaises seront perdues au traité d'Aix-la-Chapelle par Louis XV en 1748. En effet, le roi de France désire à tout prix maintenir l'équilibre en Europe et il savait qu'une France trop puissante pouvait déranger évidemment les voisins et créer des nouvelles tensions à l'avenir. Maurice de Saxe disait qu'un bon général pouvait faire la guerre toute sa vie sans avoir à livrer bataille. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que ça correspond vraiment à l'idée qu'on a de la guerre au XVIIIe siècle, notamment chez les rois qui veulent absolument une bataille décisive,
peu coûteuse en hommes et qui réduit la guerre à ça. Donc voilà, ce que cherchent les rois à l'époque, comme on l'a déjà dit au début, c'est vraiment quelqu'un qui va soit régler la campagne par une bataille décisive, comme pourrait l'être entre guillemets celle de Fontenoy, même si c'est pas vraiment le cas, ou bien quelqu'un qui va par ses manœuvres et par son habileté diplomatique finalement réussir à gagner la campagne sans perdre beaucoup de sang et surtout en peu de temps, de préférence parce que ça coûte cher l'armée, blabla. On n'est pas encore dans des armées de conscription. On peut à nouveau établir un parallèle avec Sun Tzu, qui disait que soumettre un ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre. Le summum de cet art est de soumettre cet ennemi sans verser une seule goutte de sang. Ainsi parlait Zarathustra. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive, ne gêne de savoir, elle est largement méritée d'avoir sa place dans ce classement des meilleurs généraux du XVIIIe. Néanmoins, cela vous donne une idée de ce qu'on considérait comme un bon général à l'époque. Et aussi, ça vous donnera l'idée que c'est au XVIIIe siècle qu'on voit les premières grandes armées nationales émerger. Ainsi, l'armée française est forte de 400 000 hommes au début du siècle, alors qu'elle n'était que de 40 000 hommes au siècle précédent. Et c'est également au XVIIIe siècle qu'on voit les premières armées nationales émerger avec la conscription. Ce sont des idées notamment de Guibert, qui est un théoricien militaire, ou encore de Voltaire, qui promeut des milices nationales. Mais ces idées ne sont pas neuves, évidemment. Donc par exemple, un Machiavel avait déjà soutenu l'idée que les milices étaient bien supérieures aux mercenaires, aux autres troupes payées, parce qu'elles défendaient leur territoire, elles défendent leur champ, donc automatiquement on se bat plus pour son champ que pour quelques pièces du XVIIe siècle, on voit émerger les premières bases de l'État prussien, qui resteront d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps en Allemagne, à savoir une croyance exacerbée en la force et en l'obéissance en un chef unique. C'est sous Frédéric II qu'on voit ces premières bases-là qui apparaissent. D'ailleurs, ça ne vous rappellerait pas quelqu'un, ça? La force, l'obéissance en un chef unique. On peut voir que notre monde actuel a été en grande partie forgé au XVIIIe siècle.